Nous voici rendus à la deuxième capsule du cours de traitement thermique, semaine numéro 5. Je poursuis avec le sujet des revenus chez l'acier. Euh, nous avions vu, j'avais développé dans la capsule précédente que lorsqu'on trempe un acier, tout dépendant de sa massivité, tout dépendant du milieu de trempe, tout dépendant aussi du taux de carbone, on génère des contraintes qui peuvent amener des problèmes de fissuration sur les pièces trempées. Un autre problème qui est causé par la contrainte résiduelle due à la trempe d'un acier mis en service, c'est que lorsque trempé, la présence de contraintes favorise grandement l'oxydabilité de l'acier. Ça affaiblit, autrement dit, sa résistance à la corrosion. Parce que l'énergie servant à oxyder le métal devient plus faible dû à l'existence d'énergie mécanique sous forme de déformation élastique dans le métal. Donc, c'est plus facile pour le fer de s'oxyder. Parce que, autrement dit, l'énergie sous forme de déformation élastique peut servir à alimenter les réactions d'oxydation du fer, dépendamment de la nature du milieu dans lequel cette pièce-là se retrouve. Donc, autrement dit, de manière indirecte, le revenu sert donc à redonner à l'acier une certaine résistance à la corrosion, le fait d'annuler les contraintes résiduelles. Maintenant, nous allons aborder le point le plus important sur les revenus, la principale raison et l'effet le plus important d'ordre mécanique sur l'acier apporté par l'opération de revenu qui vient généralement après la trempe. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que le fait de réchauffer l'acier trempé, donc un retour au four, autrement dit, à des températures entre 200 et 300 degrés C, permet la transformation de l'austenite résiduelle en bénite. Ça, c'est un des effets notés par le revenu de l'acier. Donc, sachez que lorsqu'on trempe un acier, il est à toute fin pratique impossible de tout transformer l'austenite instable en martensite. Il reste toujours de l'austenite résiduelle dans l'acier. Donc, l'austenite résiduelle va se transformer en phase d'équilibre, ferrite et carbure, lors d'un retour à température. Le phénomène va se dérouler entre 200 et 300 degrés C lors du revenu pour permettre l'apparition du mélange ferrite-sématite à partir de l'austenite résiduelle sous forme de bénite. Donc, ce sont les phases d'équilibre qui réapparaissent, mais pas sous forme de lamelles, donc par définition qui serait de la perlite, mais plutôt dans des agrégats de carbure dans un fond de ferrite, un peu de la même manière que l'on peut faire apparaître lors d'un refroidissement isotherme à basse température. Donc, ce qui fait que c'est une façon le revenu permet donc de transformer cette acide résiduelle-là qui devient dommageable dans l'acier trempé à long terme. Donc, les inconvénients relatifs à la présence d'austenite résiduelle sont annulés. Je vais maintenant faire une petite parenthèse, délaisser momentanément le sujet du procédé de revenu proprement dit, pour en profiter pour aborder le concept d'austenite résiduelle. Donc, le revenu a 4 effets que nous avions vus lors de la capsule précédente. Parmi ces effets-là, il y a la transformation de l'austenite résiduelle. Donc, ce qui est important de rappeler concernant l'austenite résiduelle, c'est que lors d'une trempe conventionnelle de l'acier, il est impossible de tout transformer l'austenite instable de départ en martensite. Donc, on ne peut pas obtenir en refroidissement continu 100% de martensite. Et ce, même si on refroidit extrêmement rapidement, et ce, peu importe la trempabilité de l'acier.
Donc, il y aura toujours présence de grains d'austenite non transformés au terme du refroidissement jusqu'à l'ambiante. Donc, l'austenite résiduelle, la quantité qui va demeurer dans l'acier, est surtout fonction de la différence entre la température de début de transformation martensique, donc le MS, et la température de fin de transformation martensique. Nous avions vu dans une capsule précédente que euh, le carbone a une influence sur les températures de début de transformation martensique et de fin de transformation martensique. Donc, nous avions vu cela dans le chapitre, dans la section concernant les diagrammes TRC. Je vous avais fait remarquer que la ligne de début de transformation martensique ainsi que de fin de transformation martensique dépendait de la teneur en carbone. Donc, vous avez ici un autre graphique qui montre l'effet du carbone sur la température MS et MF. Donc, elle s'abaisse avec la teneur en carbone qui augmente dans l'acier. Mais l'autre chose qu'on remarque, c'est qu'en même temps que les températures MS et MF s'abaissent avec l'ajout de carbone dans l'acier, l'écart de température entre MS et MF augmente aussi avec l'ajout de carbone. Donc on voit que la température MS chute moins rapidement que la température MF. Et donc, par ce fait même, l'écart de température entre MF et MS augmente avec la teneur en carbone qui augmente. Et la présence d'austenite résiduelle, la quantité d'austenite résiduelle va être entre autres fonction de l'écart de température entre MF et MS. Donc, plus cet écart de température-là est important, plus il y aura d'austenite résiduelle dans l'acier. Donc, autrement dit, en résumé, plus l'acier contient de carbone, plus il y aura d'austenite résiduelle après la trempe. Donc, les aciers à haute teneur en carbone sont plus susceptibles de contenir une partie, donc une teneur plus importante en austenite résiduelle. Donc, cet abaissement de la température MS ainsi que l'augmentation de l'écart entre MS et MF diminue la quantité de stenite instable en mesure de se transformer en martensite. Donc, augmente la quantité de stenite instable n'étant pas capable de se transformer en martensite, donc il va demeurer de l'austenite même après refroidissement. En plus, comme pour la ferrite et la cémentite, ce qu'il faut savoir, ce que j'ai déjà dit probablement dans la petite section où je parlais de la transformation martensitique, c'est que la martensite, comme la ferrite et la cémentite, lors des refroidissements lents à l'équilibre, lors d'un refroidissement rapide, la martensite est formée, en tout cas, elle démarre à partir des joints de grains. Donc, la martensite a aussi besoin de joints de grains pour se fixer et remplacer l'austenite instable lors du refroidissement. Donc là, je viens de faire apparaître les lignes de maclage de martensite après les joints de grains. Or, moins les joints de grains sont nombreux, donc autrement dit, ça vient dire que plus les grains sont plus gros, il y a moins de joints de grains, les grains sont plus gros, plus la quantité d'austenite ne pouvant pas se transformer en martensite sera important. Donc, puisque la martensite a elle-même besoin de joints de grains, si on diminue la longueur totale de joints de grains dans l'acier, on diminue les chances de la martensite de pouvoir apparaître. Donc, on se retrouve avec moins de martensite et plus d'austenite résiduelle quand les joints de grains sont moins nombreux, ou encore quand les grains de l'acier lors de la trempe sont plus gros. Donc la grosseur des grains a aussi une influence sur la quantité d'austenite résiduelle. Plus les grains sont gros, plus la quantité d'austenite résiduelle sera importante.
Donc là, on a deux facteurs qui vont influencer cette quantité d'ostenite résiduelle-là, la teneur en carbone et la grosseur des grains. Et la grosseur des grains, elle dépend de quoi? Ben, bien entendu, elle dépend de la taille des grains de l'acier avant la trempe. Nous allons voir plus tard aussi que ça dépend aussi de la vitesse du chauffage. Plus le chauffage y est lent, plus les grains d'austenite qui apparaissent lors du chauffage sont gros. Puis ça dépend aussi de la température de mise en solution, de maintien dans l'austenite lors de l'austenitisation. Plus l'acier est chaud, plus il est surchauffé, plus les grains grossissent rapidement. Et au bout d'un certain temps, au moment où on trempe l'acier, on a des grains d'austenite plus gros. Et bien entendu, puisque le phénomène de grossissement de grains dépend aussi, c'est un phénomène évolutif dans le temps, si on prolonge trop longuement le séjour de la pièce d'acier dans le four lors du traitement thermique, on va aussi avoir des grains d'austenite très gros lors de la trempe. Mais tout ça en même temps va contribuer à augmenter la teneur en acide résiduel. Donc, teneur en carbone élevée, température de chauffage trop élevée, temps de maintien dans le four trop long, vitesse de chauffage trop lent, tout ça va contribuer à former plus d'austenite résiduelle. Et pourquoi on se préoccupe de l'austenite résiduelle? Parce que c'est gênant dans l'acier après la trempe. Ça crée des problèmes. Pour deux raisons. L'austenite, c'est très mou. C'est la phase la plus molle de l'acier. Parce que l'austenite, c'est le réseau cubique à face centrée. Et on sait que ce sont les réseaux cubiques à face centrée qui sont le plus faciles à déformer plastiquement. Donc, les plans sont plus denses. Donc, l'austenite, c'est la phase la moins résistante mécaniquement et par le fait même aussi la plus ductile. Donc, c'est très mou. Donc, le but, étant donné que le but de la trempe, c'est d'augmenter la résistance au maximum de l'acier, mais le fait de se retrouver avec une trop grande quantité d'austenite résiduelle, mais à ça est associé une chute de dureté, donc l'incapacité d'atteindre une certaine résistance mécanique, puisque l'austenite est molle. L'autre problème, c'est que l'austenite résiduelle, elle ne restera pas austenite à très long terme dans l'acier. Donc, elle est appelée à se transformer petit à petit, à moyen et long terme, en phase d'équilibre, donc surtout en bénite. Donc, lors de sa mise en service, l'austenite va se transformer petit à petit en ferrite à travers, donc surtout à travers la formation de bénite. Et la ferrite, c'est moins compact que l'austenite. Le réseau cubique centré, c'est un réseau qui est moins compact que le réseau cubique à face centrée. Donc, autrement dit, un volume d'austenite, en se transformant tranquillement en ferrite, lorsque la pièce est en service, ben, l'austenite, se transformant en ferrite, il va y avoir un gain de volume associé. Et donc, ça va créer des contraintes très intenses à l'intérieur de l'acier. Donc, la ferrite qui apparaît prend plus de place que l'austenite. Donc, ça fait faire à peu près le même phénomène par analogie là, que l'hiver, lorsque en dessous du pavé des rues, ben, il y a de l'eau elle gèle. Puis la glace, une masse d'eau, lorsqu'elle se transforme en glace, il y a un gain de volume associé. La glace est moins dense que l'eau, de 4% environ. Donc, lorsque l'eau gèle en dessous du revêtement d'une rue ou d'une route, la glace, elle prend de l'expansion par rapport au volume d'eau. Donc, ça ne crée pas trop de problèmes durant les grands froids. Le problème apparaît surtout lors du dégel, lorsque cette glace-là finit par fondre, et donc contraction, et donc tout le gravier que la glace a poussé autour d'elle, ben, lorsque cette glace-là se liquéfie en eau, ben, elle laisse du vide en périphérie. Donc, ça fait des nids de poules
Donc là, c'est là qu'on voit un certain effondrement à certains endroits au niveau du pavé. Donc ici, c'est à peu près le même problème. C'est que la ferrite, elle pousse à créer des contraintes, puis les petites imperfections naturelles dans le métal, comme les micro-fissures, ben, elles vont être portées à se propager. Et donc, ça va amener l'acier en service à une grande fragilité, puis le moindre choc peut faire casser la pièce en service dû à la présence d'austenite résiduelle. Donc, c'est le principal problème, c'est que c'est la raison principale pour laquelle on veut s'assurer que dans une pièce trempée, avant sa mise en service, il n'y ait pas d'austenite résiduelle. Et là, je vais énumérer l'ensemble des facteurs qui influencent la quantité d'austenite résiduelle. J'en avais parlé du carbone. Donc, de manière générale, la quantité d'austenite résiduelle dans l'acier trempé augmente en fonction du carbone qui augmente à travers l'écart de température entre le MS et le MF. La concentration en éléments d'alliage qui augmente. Donc, quand la trempabilité, plus l'acier, sa trempabilité est augmentée, plus il va y avoir d'austenite résiduelle aussi. La taille des grains qui augmente, on l'a vu, on l'a expliqué tout à l'heure. La température d'ostenitisation qui augmente, parce que ça fait grossir les grains plus vite. La vitesse du refroidissement qui augmente aussi. Ça crée plus d'austenite résiduelle. Puis là, j'aurais pu continuer à énumérer, entre autres, la vitesse du chauffage. Quand elle est lente, ça fait des grains plus gros euh, de l'austenite. Puis on aurait pu aussi dire le temps de maintien dans le four, plus long. Est-ce qu'il est possible de détecter l'austenite résiduelle dans l'acier? C'est très difficile à faire par métallographie. C'est pas que c'est impossible, mais c'est plus difficile. Là, j'ai fait une petite faute. Prendre le temps de corriger. Voilà, merci. Donc, très difficile à distinguer par métallographie, de sorte qu'on va plutôt privilégier la diffraction X pour détecter et mesurer la teneur en austenite résiduelle. Donc, nous, on a justement un appareil à diffraction X. Une des raisons pour lesquelles on a acheté cet appareil-là il y a quelques années, c'était pour être capable de mesurer, détecter la présence d'austenite résiduelle. C'est plus fiable comme méthode que la métallographie, ça donne une meilleure précision. Mais, suite à ça, est-il possible de quand même pas avoir d'austenite résiduelle dans un acier euh, à l'état trempé? Autrement dit, est-ce qu'il est possible quand même d'obtenir 100% de martensite avant le revenu? Oui, c'est possible, mais pas avec une trempe conventionnelle uniquement. On va pouvoir y arriver suite à un autre traitement qui va suivre la trempe conventionnelle. Et quel est l'intérêt d'avoir 100% de martensite? C'est pour aller chercher le maximum de dureté qu'on est capable d'avoir de la part de cet acier-là. Donc, aller chercher le top en limite élastique et en dureté ou en résistance à l'usure. Tout en n'ayant pas les inconvénients de la transformation à long terme de l'austenite qui crée des contraintes et la fragilité de l'acier. Donc, ce qu'il s'agit de faire, c'est après la trempe conventionnelle, il s'agit de faire une deuxième trempe. Et là, attention, ça ne veut pas dire de remettre la pièce au four. Non, ce qu'on va faire, c'est qu'on va plonger l'acier dans un milieu très très froid, entre moins 80 et moins 180 degrés Celsius. Donc, on appelle ça la trempe par le froid. Donc, qu'est-ce que ça fait, ça? C'est que les basses températures vont forcer l'austenite résiduelle à se transformer en martensite. Donc, c'est l'effet que ça va donner. De sorte qu'on va être capable d'avoir ainsi 100% de martensite après la trempe par le froid. Donc, pour recourir à cette température-là, à ces températures aussi froides, on peut y aller, lorsque c'est des températures entre moins 80 et moins 120, on peut utiliser de l'alcool. Donc, soit des bains d'alcool éthylique, soit chlorure de méthyle.
Et quand c'est des températures beaucoup plus froides, jusqu'à moins 180, on peut utiliser l'azote liquide. Donc, c'est la façon dont on va s'y prendre pour faire la trempe par le froid. Donc, vous aviez bien entendu remarqué qu'on a procédé à cette opération sur nos éprouvettes de traction du laboratoire numéro 3. Donc, après la trempe, je vous ai demandé de mettre vos éprouvettes dans de l'alcool, dans l'éthanol, dénaturé, refroidi à peu près à moins 85 degrés C. Et le temps d'immersion doit être suffisant, donc on considère 1 à 3 heures pour qu'on puisse avoir une transformation complète. Moi, ce que je fais dans mon laboratoire, je le mets plus longtemps pour être certain d'avoir 100% de martensite. Donc, une dizaine d'heures à peu près que je fais moi dans mon laboratoire. De sorte que quand on va avoir nos éprouvettes de traction, on va avoir la dureté vraiment maximum qu'on est capable d'avoir avec le 4340 à l'état trempé avant le revenu. Donc, et justement, là, je ferme la parenthèse concernant l'austenite résiduelle. Je reviens sur le thème principal qui est le revenu. Et là, je vais aborder l'effet principal du revenu, la principale raison pour laquelle on procède au revenu chez l'acier. Donc, ce qu'il faut se rappeler, c'est que de la martensite, c'est très, très, très dur. Donc, bien entendu, ça dépend du taux de carbone. La dureté de la martensite elle-même dépend du carbone. Mais c'est la phase de l'acier la plus dure qu'on peut avoir. Aucune déformation plastique possible de la part de la martensite. Les plans ne peuvent pas du tout glisser parce qu'on a vu que les dislocations sont annulées par la compression très grande des atomes de fer due à la sursaturation des atomes de carbone dans les sites, donc dans les sites octaédriques du réseau cubique centré déformé, devenant ainsi un réseau dit quadratique centré. Et les dislocations, ben, les atomes de fer là, autour de l'atome de carbone, là, ils se poussent là, comme un effet domino. Ils sont fortement comprimés, de sorte que lorsque vous avez un atome de fer qui est à côté qui est d'une dislocation, donc il y a un dégagement sur un côté, il ne touche pas un atome de fer, autrement dit, à son atome de fer voisin. Mais quand il se fait pousser par l'atome de fer de l'autre côté, ben, vous pouvez être sûr que l'atome de fer, là, il va le prendre, le dégagement. Donc ça fait en sorte que le dégagement n'est plus là. Il n'y a plus de dislocation. Et ça prend des dislocations pour faire glisser les plans par mouvement consécutif d'atomes. Donc ça revient à dire que les plans de glissement, là, ils ne peuvent plus glisser les uns sur les autres. Donc, on vient d'atteindre la limite élastique maximum, bien entendu, d'utilité zéro. Et qui dit d'utilité zéro chez un métal, dit fragile. Donc, l'acier, la martensite, l'acier trempé, 100% martensitique, est à son maximum de dureté, mais il est aussi à son minimum de ductilité, pratiquement d'utilité zéro. Et on sait que pour qu'un métal puisse démontrer de la résistance au choc, ça prend de la ductilité. Et puisque la martensite n'en contient pas, et si on a un acier uniquement constitué de martensite, ben là, on a affaire à un acier qui est fragile. Il n'est pas résistant au choc. Donc, il est très dur, mais très fragile. Là, vous êtes en mesure de voir ici des éprouvettes de rupture. Donc, des éprouvettes de traction en haut qui ont subi une rupture fragile. On voit qu'il n'y a pas eu de striction du tout. Il n'y a pas eu de diminution de section. Ça, c'est un signe qu'il n'y a pas eu de déformation plastique. Puis on voit aussi le faciès de rupture qui est granuleux et brillant. C'est le faciès de rupture. C'est le faciès d'un échantillon pour lequel la rupture s'est produite de manière fragile. Là, vous avez ici une autre pièce où on voit un faciès de rupture fragile aussi, aucun signe de déformation plastique. La limite élastique de l'acier trempé est portée à son maximum, comme je viens de le dire, mais ce, au détriment de la ductilité et de la résistance au choc. Parce que le but de la trempe,
c'est pas d'améliorer la résistance au choc, c'est d'améliorer la limite élastique, la dureté. Empêcher l'acier de se déformer plastiquement à des contraintes trop faibles. C'est ça le but de la trempe. Donc, ce qu'on obtient, mettons, comme résultat, si on le traduit dans une courbe de traction, la trempe, ce qu'elle fait, c'est qu'elle prend la courbe de traction, là, puis on se retrouve avec une seule droite, uniquement le domaine élastique, porté à sa hauteur maximum, avec absence de zone ductile. Donc, vous voyez, vous avez ici la courbe de traction d'un acier trempé 100% martensite. Donc, ce serait une céramique. Si on faisait la courbe de traction d'une céramique, par exemple, ce serait exactement ça aussi. Donc, aucune ductilité, très dure, mais aussi très fragile. Maintenant, très rarement, sauf pour des applications où uniquement la résistance à l'usure est importante, mais autrement, dans les applications de pièces de mécanique, pratiquement jamais on va utiliser l'acier brut de trempe tel quel. On va procéder à un revenu, pas uniquement pour défaire les contraintes, mais aussi pour redonner de la résistance au choc à l'acier. Donc, on va faire un revenu pour permettre un certain adoucissement contrôlé et partiel de la martensite obtenue lors de la trempe. De manière générale, les revenus vont opérer entre 250 degrés C et 600 degrés, tout dépendant du niveau d'adoucissement, du niveau de résistance au choc et du niveau de résistance mécanique que l'on veut conserver de la part de l'acier. Donc, ça va dépendre des applications. Ça va dépendre des conditions en service. C'est l'effet le plus intéressant du revenu chez l'acier. Donc, autrement dit, là, en plus de l'enlèvement de la contrainte résiduelle, d'un regain à résistance à la corrosion, de l'enlèvement de l'austenite résiduelle, le but du revenu le plus intéressant, c'est de redonner à l'acier la résistance au choc qu'il a perdu lors de la trempe. Donc l'acier récupère ainsi de la résistance au choc tout en conservant la majeure partie de résistance acquise à la trempe. Et ça, c'est une phrase qui est lourde de sens parce que l'acier est le seul alliage métallique pour lequel on est capable d'optimiser en même temps la limite élastique ou la dureté et la résistance au choc. Parce que de manière générale, chez les métaux, lorsqu'on durcit les métaux, que ce soit par traitement thermique, que ce soit par déformation plastique, est accompagné d'une perte de ductilité. Donc, c'est le principe des vases communicants, là. Lorsque vous augmentez la limite élastique, vous perdez de la ductilité. Puis si vous augmentez la ductilité, vous perdez de la limite élastique. Mais avec les aciers, on est capable d'aller chercher un compromis. C'est-à-dire, on est capable de monter de manière très importante la résistance sans trop sacrifier de la ductilité. Et ça, l'unique façon de faire, le seul chemin possible pour arriver à ce compromis-là, c'est le couple trempe-revenu. Donc, lorsqu'on fait une trempe accompagnée d'un revenu, mais la courbe de traction, qui est passée de, si je ramène la courbe dans la diapo précédente, donc une limite élastique très élevée avec absence de ductilité, ben, on vient de conserver une limite élastique élevée, mais regardez la différence, c'est que là, on vient de retrouver une partie de la ductilité de l'acier. Et c'est la partie ductile qui a été rajoutée qui permet à l'acier d'avoir une bonne résistance au choc. Donc, on veut que l'acier, dans beaucoup d'applications, ce qu'on demande de l'acier, c'est de ne pas plier facilement, donc de ne pas se déformer plastiquement facilement, d'où l'importance d'avoir une limite élastique très haute, mais aussi que lorsqu'il y a une application de mise en charge rapide, autrement dit un choc, on ne veut pas que la pièce casse de manière fragile. On veut ni l'un ni l'autre. On ne veut pas que l'acier soit trop facile à plier, puis on ne veut pas qu'il se casse trop facilement lors d'un choc. Donc c'est ce qu'on veut dans beaucoup d'applications, surtout dans le domaine mécanique. C'est ça qu'on demande des pièces en acier.
Puis la manière d'y parvenir la plus efficacement possible, avec les meilleurs résultats, c'est la trempe et le revenu. Donc, à titre de comparaison, courbe de traction recuit normalisé. Donc, quand on fait faire un recuit sur l'acier, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on fait apparaître les phases d'équilibre. Il n'y a pas de martensite, seulement, dans le cas des hypoétectoïdes, la ferrite primaire puis la perlite, ben, on va avoir une résistance très moyenne, mais l'acier va être très ductile. Donc, ça, c'est la courbe de traction d'un acier recuit dit normalisé. Donc, dans le laboratoire numéro 2, il y a un certain nombre de vos échantillons qui ont refroidi dans le four toute la nuit. Ben, que le lendemain matin, ils ont acquis une courbe comme ça. Après. Il y a d'autres de vos échantillons qui ont été trempés. Fait que eux, après la trempe, quand vous avez été capable de le prendre avec vos doigts à la sortie du bac d'eau ou du bac d'huile, ben regardez, ils sont devenus comme ça, la courbe de traction. Donc, on a enlevé la ductilité, mais la limite élastique est allée très haute. Elle a augmenté beaucoup. Donc, vous voyez la différence de niveau entre les deux limites élastiques. Là? Donc, on a fait grimper la limite élastique de manière très importante par la trempe. C'est ça le but de la trempe. Mais là, ça c'était au prix de faire disparaître la ductilité. Donc, ça veut dire que oui, l'acier à ce niveau-là, à cet état-là, il est très dur, mais il est fragile. Et là, si on fait faire un revenu à l'acier trempé, donc regardez, c'est associé une légère baisse de limite élastique, mais avec un gain en ductilité permettant une bonne résistance au choc. Remarquez que la ductilité n'est pas aussi grande qu'avec l'état recuit normalisé. Mais on n'a pas besoin d'avoir une très grande ductilité pour assurer une bonne résistance au choc. Donc ça, c'est le résultat recherché. La courbe de traction que vous voyez à gauche, c'est la courbe de traction d'un acier à la fois résistant et résistant au choc, ce qu'on demande très souvent dans les assemblages mécaniques. C'est ça qu'on veut avoir. Donc maintenant, je vais rentrer un petit peu plus précisément dans le mécanisme au niveau des transformations microstructurales de l'acier lors du revenu. Donc au départ, avant le revenu, ce que vous voyez ici, c'est le réseau cristallin de l'acier trempé. Donc un réseau qui ressemble beaucoup au réseau cubique centré, mais c'est un réseau cubique, comme on l'a déjà vu, allongé dans une direction. Donc on a un réseau quadratique, centré parce qu'on a encore un atome au centre de cette boîte-là. Et on a les atomes de carbone qui sont coincés dans les sites octaédriques, donc en très grand nombre. Donc, lorsqu'on retourne la pièce trempée dans le four, on redonne de l'agitation thermique aux atomes de fer. Il faut se souvenir que la température, c'est quoi? Ça se manifeste, c'est une manifestation de l'oscillation des atomes autour de leur point d'équilibre. Donc, lorsqu'on donne de l'énergie à l'acier, lorsqu'on le met dans le four, ben, là, on repermet une bonne oscillation plus intense d'atomes de fer. Et donc, le carbone, lui, il va pouvoir recommencer à être capable de diffuser comme il avait été capable de le faire lors de l'étape de mise en solution avant la trempe. Mais la température du revenu est beaucoup plus basse que la température de mise en solution. Donc, oui, le carbone va être capable de quitter les sites octaédriques, mais pas tous. Et ce, de manière très contrôlée et très difficilement. Donc, on redonne un certain pouvoir de diffusion au carbone en chauffant lors du revenu. Donc, les atomes de carbone coincés dans les sites octaédriques de la structure quadratique centrée de la martensite pourraient être capables de se déloger. Mais c'est selon la température du revenu. Une fraction plus ou moins importante du carbone diffuse et quitte la martensite de départ.
Donc là, il faut être clair, là, c'est pas tout le carbone qui va être capable de quitter de quitter les sites octaédriques et d'être capable de diffuser. Puis ça va dépendre de la température. Plus la température de revenu est élevée, plus il va y avoir un grand nombre de carbone qui va être capable de quitter l'état sursaturé dans les sites octaédriques. Comme ça. Vous voyez là, il a quitté. Au cas où vous n'auriez pas compris. Voilà. Fait que là, il diffuse ailleurs. On va voir plus tard, cet atome de carbone-là, il diffuse pour faire quoi? Pour aller où et faire quoi? Mais ce qui est important de constater, c'est que le volume de martensite que vous voyez là, il est moins riche en carbone. Okay? Il y a un atome de carbone de moins. Tantôt, il y en avait 4, là, il y en a 3. Hop! Il y en a un autre de parti. Donc, si on fait un revenu à température plus élevée, il y a plus de carbone qui vont pouvoir quitter la martensite. La martensite s'appauvrit en carbone lors du revenu. Donc, la martensite s'appauvrit en carbone et devient ainsi moins dure parce que on a déjà vu que la dureté de la martensite dépend de la teneur en carbone. Donc, vous voyez là, quand les deux atomes de carbone là, sont partis, là, sont commencés à diffuser, ben, on a une martensite maintenant qui a perdu de la dureté. Et parce qu'elle est moins dure, puis elle est moins comprimée, elle est moins fragile, cette martensite-là. Donc, elle est moins susceptible de casser au choc. Donc, cette martensite appauvrie en carbone se nomme martensite revenue. Donc, une martensite dans laquelle on a permis au carbone de la quitter lors du revenu, ça s'appelle une martensite revenue. Par rapport à la martensite brute de trempe ou la martensite blanche, qui elle est une martensite qui n'a pas subi de revenu, qui n'a pas été appauvrie en carbone après la trempe. Et là, on va observer plus en détail les transformations, dépendamment de la température du revenu. Donc, on va voir en détail le mécanisme du revenu d'adoucissement. Donc, lorsque vous mettez la pièce dans le four lors d'un revenu, au départ, la pièce trempée est à température ambiante. Et là, vous mettez la pièce dans le four. Et là, progressivement, la température de la pièce va s'élever, va grimper. Fait qu'elle va passer des étapes. Il n'y a vraiment pas grand-chose. Il n'y a rien qui va se passer là, en bas de 100, 120, 150 degrés C. Les transformations vont commencer. Là, ça dépend de l'acier. Ça dépend du taux de carbone. Mais disons que, bon, dans les plus basses températures, il peut être susceptible de commencer à voir quelque chose se transformer. Ça va être à partir d'environ 100 degrés C. Là, on va voir ce qui se passe entre 100 et 300 degrés C. Donc, qu'est-ce qui se passe entre 100 et 300 degrés C lors du chauffage de l'acier dans le four? Il y a une partie des atomes de carbone qui évacue la martensite, comme on l'a vu dans la diapo précédente. Okay? Ces atomes de carbone-là vont diffuser très tranquillement, très difficilement, parce que on est très bas en température, mais quand même, ils diffusent quand même. Et ils vont aller se concentrer pour être capables de faire quoi? Pour être capables de faire à peu près la même chose qu'ils font lors d'un refroidissement lent à partir de l'austenite, aller réagir chimiquement avec des atomes de fer pour faire des petits morceaux de carbure. Donc, ça peut être du carbure de fer, mais si l'acier contient des éléments d'alliage, comme le chrome, comme le molybdène, qui sont, eux, dissous dans la matrice, quand l'acier est trempé, le chrome et le molybdène, ils sont dissous. Ils participent à faire la martensite avec les atomes de fer en remplaçant ici et là des atomes de fer dans le réseau quadratique centré, comme il est représenté à l'écran ici. Là, justement, là, j'ai un atome de chrome, j'ai un atome de molybdène, puis eux, ils voient du carbone arriver. Donc,
martensite revenu, martensite blanche, martensite revenu, ben ça va faire de la cémentite. Donc, il y a des carbones qui vont diffuser, devenir en assez grand nombre pour faire des petits réseaux de cémentite, de carbure de fer. Puis il y a d'autres carbones qui, eux, ils vont préférer faire réagir chimiquement avec des amas d'atomes de molybdène ou de chrome pour former des carbures de molybdène puis des petits morceaux de carbure de chrome. Donc, carbure de molybdène, généralement sur MO2C. Le carbure de chrome, il y en a quelques-uns. Ici, j'ai représenté le Cr3C2. Donc, autrement dit, là, il y a deux choses qui se passent. La martensite s'appauvrit en carbone au profit de la formation de petits carbures. Voilà. Pour des températures de revenus plus élevées, donc à partir de 300 jusqu'à 600 degrés C, le carbone diffuse beaucoup plus facilement. Il va plus vite parce que c'est plus chaud. Et là, la martensite continue à perdre du carbone. Fait que la dureté de la martensite continue de chuter. Mais là, la diffusion est tellement plus facile que là, il est possible de faire de la ferrite primaire. Donc, on est capable, autrement dit, il y a de la martensite qui va devenir de la ferrite. Donc, il y a des petites zones de martensite qui auront réussi à faire évacuer presque tout le carbone qu'il y avait au départ. Donc, quand que le carbone évacue, ben là, les atomes de fer, qu'est-ce qu'ils font? Ben, ils se rapprochent, puis ils reviennent en cube parfait, cubique centré. Donc, mais, là, il va se former de la ferrite, et puis les atomes de carbone vont continuer à faire des petits morceaux de carbure, donc beaucoup de carbure de fer en agrégat, ce qui est par définition de la bénite. Donc la martensite revenue, et aussi de la martensite blanche, j'aurais peut-être pu l'ajouter ici, va former des petits réseaux de bénite dans la structure. Et, ce qui est important de dire, c'est que la ferrite et la bénite contribuent pour beaucoup, donc la ferrite de la bénite, pour beaucoup au regain de résistance au choc de l'acier trempé. En plus de la martensite appauvrie en carbone, qui va contribuer pour un regain de la résistance au choc, c'est surtout l'apparition de ferrite qui va redonner de la résistance au choc. Hein, on sait que la ferrite, là, c'est un réseau cristallin de métal dans lequel il y a des dislocations parce qu'il n'y a pas beaucoup de carbone dissous dans la ferrite. Donc, les plans de glissement peuvent facilement glisser justement les uns sur les autres. Et ça va contribuer pour une majeure partie de la récupération de la ductilité de l'acier lors du revenu. Donc, ce que vous voyez ici, pour mieux illustrer le concept, donc l'image ci-contre montre les changements microstructuraux qui s'opèrent pendant le traitement thermique de l'acier ordinaire contenant 0,45% de carbone. Donc, c'est le ISI, le 1045, l'acier ordinaire. Donc, lorsque vous avez les métallos que vous voyez ici, ben, on va comprendre qu'ils sont à l'état recuit ou laminé à chaud. Recuit ou laminé à chaud, on va voir, ça va se ressembler, les microstructures. Là, vous l'avez en deux grossissements, le 50 et le 100X, où on voit clairement la perlite, les grains qui sont sombres, et la ferrite primaire, représentée par les grains blancs ou très pâles. Lorsque c'est trempé uniquement, ben là, l'acier, mettons le 1045, on le trempe. On fait bien entendu disparaître les forces d'équilibre. Donc c'est complètement différent maintenant, le résultat au microscope. Malgré que c'est le même acier, mais à l'état trempé, on aperçoit la martensite. Et trempé plus revenu, ben vous voyez que ça a évolué un peu, mais ça ressemble beaucoup à la microstructure trempée. Donc on est loin dans les deux cas, là, que ce soit trempé
où trempé est revenu, ça ne ressemble pas du tout à la structure recuit ou d'équilibre de l'acier. Et trempé revenu, même que ça ressemble un peu à la martensite, mais il y a moins d'aiguilles, disons, parce qu'il y a encore de la martensite dans la structure trempée revenu. Et la bénite et les petits carbures, ils sont très, très, très fins, mélangés à la martensite. Donc, c'est pour ça que ça ressemble beaucoup à la martensite pure, disons, la structure revenue de l'acier. Maintenant, du coup qu'on sait qu'on peut aller adoucir un acier trempé, de manière à le rendre beaucoup plus résistant au choc, tout en conservant la majeure partie de la dureté de la résistance acquise lors de la trempe, il existe un revenu pour lequel il va s'opérer le contraire, c'est-à-dire que l'acier va devenir un peu plus dur que lorsqu'il était brut de trempe lors du revenu. Quand ce phénomène-là est observé de la part de certains aciers, on appelle ça un revenu non pas d'adoucissement, mais un revenu de durcissement. Mais c'est possible uniquement si l'acier contient beaucoup d'éléments d'alliage, en l'occurrence des éléments d'alliage fortement carburigènes. Ça veut dire des éléments d'alliage qui ont une très forte affinité avec l'atome de carbone pour former des carbures. Et là, on parle spécifiquement des 4 principaux éléments pour lesquels qui doivent être présents dans l'acier en quantité suffisante pour observer un durcissement lors du revenu. Donc, on parle du molybdène, du tungstène, du titane et du vanadium, qui sont les 4 principaux éléments d'alliage pour lesquels l'effet est le plus important. Et là, justement, dans l'image en bas, j'ai représenté de la martensite avec présence de tungstène, titane, vanadium, molybdène, puis bien entendu le carbone inséré en sursaturation dans les sites de la martensite quadratique centrée. Et lorsqu'on fait un revenu, que se passe-t-il? Ben, les atomes carburigènes, donc là on voit qu'il y a moins de carbone, donc il y a du carbone qui est diffusé, donc il va se passer le même phénomène que j'ai décrit tout à l'heure. Donc la martensite va s'appauvrir en carbone et ces carbones-là vont diffuser, d'autant plus qu'on est à température très élevée, très élevée, c'est-à-dire on est dans des températures de revenu autour de 600, ça peut aller même jusqu'à 650 degrés C, diffusion relativement facile du carbone, permettant facilement donc la réaction chimique avec les éléments carburigènes pour former des carbures très stables et très solides. Donc, 4 carbures ici, relatifs à chacun des 4 éléments que je viens d'énumérer, le carbure de tungstène, le carbure de vanadium, le carbure de titane, qui sont tous des carbures à 2 atomes. Ça, c'est en passant, là, c'est un atome de carbone pour un atome de tungstène, et ainsi de suite avec le vanadium et le titane. Et le carbure de molybdène, qui cette fois-ci, c'est 2 atomes de molybdène avec un atome de carbone. Ces carbures-là sont très stables. Le carbone, ces 4 métaux-là, là, ils s'aiment beaucoup, beaucoup. Ils font des liens très, très serrés. Donc, l'attraction entre le carbone et ces éléments-là est très forte. De sorte que ça donne des carbures très durs, mais aussi très stables. Donc, la forte présence de l'un ou l'autre de ces éléments, fortement carburigènes, combinée à une concentration en carbone suffisante, parce que pour former des carbures, ça prend non seulement des éléments carburigènes d'alliage, ça prend aussi du carbone. Donc, si on veut avoir beaucoup de carbure, ça prend non seulement beaucoup d'éléments carburigènes, mais ça prend aussi beaucoup de carbone dans l'acier. Et lors du revenu à température contrôlée, on forme ces carbures-là que vous venez de voir, mais ce qui est important, c'est non seulement le fait qu'on forme des carbures très durs et très stables, mais c'est aussi que ces carbures-là sont très fins, très petits, très près les uns des autres,
très bien disséminés dans la matrice de fond martensitique revenu de l'acier. Et ça apporte un gros avantage. Donc, je vous illustre ici l'effet que ça donne. Ce que vous avez ici comme courbe, c'est que vous avez, dans le cas d'un acier contenant 4% de chrome, 1% de vanadium et 18% de tungstène. Donc, ça, là, c'est une courbe obtenue avec un acier-outil à coupe rapide à base de tungstène. Donc, les aciers au tungstène que vous avez vu en alliage ferreux, là, bon, ça, c'est une courbe de revenu. Cette courbe-là, ce qu'elle montre l'évolution de la dureté en fonction de la température du revenu. Donc, ce qu'on voit là, c'est que, mettez-vous à 0, la température en axe horizontal, mettez-vous à 0, et vous allez lire une dureté d'à peu près autour de 65,5 à peu près. Ça, c'est la dureté brute de trempe de la martensite. Normalement, dans les aciers micro-alliés ou les aciers ordinaires au carbone, ça va être le maximum que vous allez atteindre, brut de 30, pas de revenu. C'est pour ça que c'est 0, ça veut dire qu'il n'y a pas eu de revenu. Mais avec certains aciers qui contiennent beaucoup d'éléments d'alliage carburigène, avec un revenu à température élevée, regardez la courbe. Lorsqu'on fait un revenu de ces aciers-là, lorsqu'ils sont au four, ben, ils progressent. Hein? Ils passent de 20 degrés, puis la température augmente. Et là, quand la température augmente, ben, vous voyez que la dureté, elle chute. Et là, à partir de 350 à peu près, puis là, quand on dépasse 500 degrés C, puis qu'on atteint 550, ben regardez ce qui se passe. Il y a une zone de température pour laquelle la dureté grimpe, puis même qu'elle dépasse la température acquise lors de la trempe. Donc, la représentée par la ligne rouge horizontale. Vous voyez que la petite flèche, là, elle dit, hé, là, on a augmenté la dureté lors du revenu par rapport à l'état brut de trempe. Donc, c'est assez spécial, là. Mais c'est ce qui se passe avec des aciers-outils à riche teneur en molybdène, tungstène, titane, vanadium surtout. Le chrome aussi participe, mais dans une moindre mesure. Donc, le revenu, à l'inverse du revenu d'adoucissement, le revenu de durcissement, vous voyez qu'il y a eu un durcissement. Le revenu a provoqué un durcissement par rapport à l'état trempé. Donc, ça provoque une légère hausse de résistance par rapport à l'état trempé. Pour expliquer ça, j'ai cette image ici que je vous ai probablement déjà montré, cette image-là. C'est pas la première fois que vous la voyez, vous l'avez vu dans mon cours d'alliage léger pour vous expliquer comment des précipités dans l'aluminium, par exemple, peuvent participer à faire augmenter la résistance d'un alliage. Donc, quand on fait un traitement thermique, comme on a vu l'an passé en alliage léger, pas l'an passé, mais à l'automne passé, quand on s'était vu pour le cours d'alliage léger, je vous ai expliqué qu'en faisant des zones de Guinée-Preston, ben ça représentait des obstacles pour l'avancée des fameuses dislocations qui sont représentées ici par des lignes blanches. Donc les dislocations qui sont représentées en blanc, puis les petits points rouges qui sont les obstacles, les précipités. Ben, regardez, le même principe s'applique avec les petits morceaux de carbure qu'on a formés ici. C'est les précipités. Donc, ce sont des précipités des carbures. Comme les intermétalliques de cuivre et d'aluminium dont on a parlé à l'automne passé. Donc, mais ça, c'est des précipités, c'est des molécules. Donc, les précipités intermétalliques de CuAl2, par exemple, dans la série 2000 des aluminium, c'est des molécules à lien ionique covalente. Donc, échange d'électrons entre les atomes pour former ce qu'on appelle des molécules. Ben, les carbures, c'est aussi des molécules. Sauf qu'on ne les appelle pas des intermétalliques parce que il y a la présence d'un atome de carbone qui n'est pas un métal. Mais c'est tout. Sinon, c'est des molécules covalent ioniques au même titre que les composés intermétalliques de cuivre et d'aluminium. Donc, les carbures dans l'acier, c'est des précipités.
Et ces précipités-là, on les fait apparaître lors du revenu de durcissement. Et ils vont évoluer, ils se forment de manière très disséminée, très petite. Et ils s'en forment vraiment partout, de sorte que les carbures, ils vont être très près les uns des autres. Donc, beaucoup plus efficace pour bloquer les dislocations qui, eux, ont une certaine longueur. Donc, les carbures n'ont pas besoin d'être gros. Il suffit qu'ils soient très petits, mais c'est surtout qu'il faut qu'ils soient près les uns des autres pour augmenter les chances de bloquer les dislocations. Hein, rappelez-vous quand j'utilisais l'image d'un système défensif au hockey, pour être plus efficace, pour empêcher, pour rendre l'offensive ennemie plus difficile à compter un but, on n'aura pas l'idée de mettre les 5 joueurs d'un paquet au centre de la patinoire pour arrêter l'équipe adverse. On va plutôt étendre le plus possible les 5 joueurs le long par rapport à la largeur de la patinoire pour augmenter les chances d'être capable d'intercepter le porteur de la rondelle ou d'intercepter des passes lors de l'attaque offensive. C'est le même principe qui s'applique ici. Donc, il faut disperser le plus possible et tout en ayant les précipités les plus près les uns des autres. Donc, les carbures, ici dans le cas qui nous préoccupe présentement, pour rendre plus difficile l'avancée de dislocation. Et puisque ce sont les dislocations qui sont responsables par le mouvement consécutif d'atome en atome du glissement des plans de glissement, ben, ça finit qu'au total, le métal, il est plus dur comme ça. Donc, ce gain de résistance apporté par le revenu de durcissement des aciers, fortement allié, est dû au mélange très fin des carbures très durs, en rouge, qui bloquent très efficacement l'avancée des dislocations responsables de la déformation plastique. Voilà. Tandis que la ténacité ou résistance au choc est quant à elle assurée au chauffage par l'abaissement en carbone de la martensite, revenu et l'apparition partielle de la phase d'équilibre ferritique à travers la bénite fine et parfois même la perlite fine. Donc, la ténacité, comme je l'ai montré tout à l'heure, c'est ici que je l'exprime, c'est que lorsqu'on fait un revenu, que ce soit un revenu d'adoucissement ou de durcissement, il va y avoir apparition de ferrite à travers l'apparition de bénite. Et ça va contribuer au gain de résistance au choc. Puis aussi, bien entendu, la contribution de la perte en carbone de la martensite. Je vais seulement vérifier le temps qu'il me reste pour la capsule, afin d'essayer de respecter le temps. Je vais m'arrêter ici, et puis je poursuivrai, je terminerai le sujet des revenus dans la troisième capsule de la semaine, numéro 5. Donc,